Bonjour, bienvenue dans ce 4e module dédié à l'évaluation de la pratique de l'écoute active. L'objectif de ce module est de vous permettre d'évaluer votre pratique en écoute active. La visualisation de ce module devra vous demander 1 heure. Nous allons successivement vous présenter quelques notions sur l'évaluation de la pratique professionnelle, les outils de l'évaluation de la pratique de l'écoute active, les outils de l'évaluation du comportement personnel, décodage du profil de votre interlocuteur par la méthode DISC, le décodage du profil de votre interlocuteur par la méthode PAE, et enfin, les aspects clés à considérer lors de l'évaluation de votre pratique d'écoute active. Pour conclure, un quiz permettra de tester vos acquis. De votre écoute fait référence à votre capacité d'être conscient de vos propres pensées, sentiments et réactions pendant le processus d'écoute. Cela implique que vous pouvez vous pencher sur vos propres réflexions internes et de les examiner de manière critique afin de mieux comprendre leur impact sur votre communication avec vos différents interlocuteurs, dans le but d'ajuster votre communication verbale et paraverbale, notamment votre style d'écoute. Avant de commencer, il faut savoir que l'évaluation de votre pratique d'écoute ou votre pratique professionnelle tout court exige que vous suiviez impérativement un certain processus et une démarche. Commençons d'abord par donner quelques notions sur l'évaluation de la pratique professionnelle. Vous savez que l'activité professionnelle d'un architecte, quel que soit le domaine où il travaille, doit être réalisée toujours avec un esprit critique et dans une démarche réflexive. Il est ainsi capable d'identifier les domaines pour lesquels il lui est nécessaire de se former. Il est impératif pour lui d'actualiser toujours ses connaissances et faire évoluer ses pratiques professionnelles. Pour cela, il peut se documenter, participer à des congrès ou suivre des formations continues. Toutes les informations tirées des moyens suscités, qu'on vient de citer, lui permettent de diagnostiquer sa propre pratique et de la réajuster en fonction de ses besoins. La démarche qualité doit être intégrée à votre activité. Dans ce cadre, vous devez connaître tous les principes d'une bonne gestion de la relation client, ainsi que les méthodes et actions à mettre en œuvre visant à améliorer la qualité de vos services, dans le but de satisfaire les attentes de vos clients. Afin de maximiser vos chances de succès, vous devez savoir décrypter la personnalité et le profil de vos clients et leur mode de fonctionnement. Cela ne peut se réaliser que si vous arrivez à développer votre écoute active et connaître votre propre comportement en évaluant votre pratique professionnelle, notamment votre écoute active. Vous devez comparer la pratique réelle à une pratique attendue, décrite dans des recommandations professionnelles par exemple, pour mettre en œuvre des actions d'amélioration visant à faire converger la pratique réelle vers la pratique de référence attendue. Sachez qu'il existe plusieurs méthodes et techniques qui peuvent vous permettre de prendre du recul par rapport à vos comportements habituels lors d'une pratique d'une écoute active pour évaluer votre professionnalisme dans ce domaine. Nous allons aborder ensemble plusieurs méthodes et outils, mais n'oubliez pas que le choix de ces derniers dépendra de vos préférences personnelles, de vos objectifs et du contexte dans lequel vous souhaitez analyser votre comportement lors d'une écoute active. Donc, une combinaison de plusieurs méthodes pourrait également s'avérer particulièrement efficace. Commençons par les outils d'évaluation de la pratique de l'écoute active. Sachez qu'il existe plusieurs méthodes pour évaluer votre écoute active. En voici quelques-unes. On peut faire une auto-évaluation par l'observation de vos interactions, en vous filmant, portez une attention particulière à vos interactions quotidiennes et observez comment vous vous comportez en tant qu'auditeur.
Notez si vous êtes attentif, si vous utilisez des signaux verbaux et non verbaux pour montrer votre engagement, si vous posez des questions pertinentes, etc. Vous pouvez tenir un journal ou faire une réflexion régulière pour analyser vos performances en matière d'écoute active. Vous pouvez faire une auto-évaluation par l'utilisation d'outils d'évaluation. Sachez qu'il existe plusieurs outils d'évaluation spécifiques conçus pour mesurer les compétences en écoute active. Parmi ces outils, vous pouvez utiliser des questionnaires ou des évaluations standardisées qui vous aident à évaluer votre niveau d'écoute active et à identifier les domaines qui nécessitent des améliorations. Ces questionnaires sont remplis par vous pour évaluer vos compétences en écoute active. Ils comportent généralement une série de questions ou d'énoncés auxquels le participant doit répondre en fonction de son propre comportement d'écoute. En vous auto-évaluant de manière honnête, vous pouvez identifier vos forces et vos faiblesses en matière d'écoute active. Voici quelques questions pour évaluer votre écoute. Par exemple, vous vous posez la question, est-ce que je regarde directement les gens quand ils parlent? Est-ce que je fais ça couramment? Je le fais parfois ou je ne le fais jamais? Est-ce que je suis capable de comprendre ce que les gens veulent dire, pas simplement d'entendre ce qu'ils disent, etc., etc. Vous pouvez faire une évaluation par des feedbacks d'observateurs professionnels. Dans ce type d'évaluation, les participants sont mis en situation de communication simulée où leur écoute active est observée et évaluée. Des observateurs qualifiés peuvent utiliser une grille d'évaluation pour noter les comportements d'écoute active tels que le contact visuel, la reformulation, les signaux non verbaux, etc. En utilisant cette grille d'écoute active élaborée par les professionnels, ils peuvent vous fournir des informations précieuses sur la qualité de votre écoute, notamment en termes de compréhension, de validation ou de réactivité. Ils peuvent vous évaluer si vous êtes attentif et concentré sur les propos de l'autre personne, si vous validez et clarifiez régulièrement vos compréhensions, si vous manifestez de l'empathie et de la bienveillance dans vos réponses, si vous maîtrisez bien l'écoute active verbale et non verbale, la reformulation, la validation, les émotions, la gestion des silences, etc. En analysant ces feedbacks, vous pouvez identifier vos points forts et les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. Vous pouvez faire une évaluation par analyse de vos pratiques professionnelles, ce qu'on appelle l'APP. Vous pouvez évaluer votre écoute en utilisant cette méthode, ce qu'on appelle l'évaluation par l'analyse de vos pratiques professionnelles. C'est une méthode d'évaluation et de développement professionnel connue, utilisée dans divers domaines, notamment dans le secteur médical, éducatif, social et dans d'autres professions nécessitant une réflexion approfondie sur les compétences et les pratiques. L'objectif principal de l'APP est d'améliorer les compétences et les performances professionnelles en encourageant les individus à réfléchir de manière critique sur leurs pratiques, à identifier leurs forces et leurs faiblesses et à élaborer des plans d'action pour le développement continu. Voici comment fonctionne généralement le processus d'évaluation par l'APP. D'abord, il faut faire une réflexion. Donc, commencer par faire une réflexion sur la pratique, sur les expériences professionnelles, en examinant des situations spécifiques, des interactions et des décisions qui ont été prises dans leur travail. En tant que professionnel, vous analysez de manière critique toutes vos actions, vos décisions et les résultats obtenus. Vous devez vous poser des questions sur ce qui a fonctionné, ce qui aurait pu être fait différemment et pourquoi vous avez agi de cette manière. Voilà. Troisièmement, vous commencez par identifier les compétences. Ce qu'on appelle l'identification des compétences, vous devez identifier les compétences et les connaissances qui ont été mises en œuvre pendant la situation analysée. Cela peut inclure des compétences techniques, des compétences de communication, de résolution de problèmes, etc. Il faut savoir faire une auto-évaluation. Vous devez avoir la capacité d'évaluer vos propres performances par rapport aux normes et aux attentes professionnelles, en identifiant vos points forts et les domaines où vous devez vous améliorer.
Après cela, vous devez faire un plan d'action, c'est-à-dire en fonction de l'analyse et de l'évaluation effectuée, vous devez élaborer un plan d'action pour développer vos compétences et améliorer vos performances. Cela peut inclure des objectifs spécifiques, des formations supplémentaires et des lectures. Ensuite, vous devez mettre en œuvre votre plan d'action en vue d'effectuer des réajustements au fur et à mesure de votre développement. Et vous devez faire toujours une évaluation continue, et c'est l'objectif de l'APP, qui implique une réflexion continue et un processus d'auto-évaluation régulier. En tant que professionnel, vous pouvez répéter ce processus à intervalles réguliers pour être à jour et maîtriser toutes les situations professionnelles vécues avec vos clients. Il est important de noter que l'évaluation par l'APP est centrée sur l'individu et nécessite une auto-réflexion honnête et une volonté de s'engager dans un processus d'amélioration continue. Passons maintenant aux outils de l'évaluation du comportement personnel. Donc ces outils sont conçus pour vous aider à mieux comprendre vos traits de personnalité, vos habitudes comportementales et vos préférences. Ils peuvent fournir des informations précieuses pour le développement personnel, l'amélioration des relations interpersonnelles et la prise de décision. Il est important de noter que ces outils sont des indicateurs généraux et qu'aucun ne peut fournir une image complète et précise de la personnalité. Ils peuvent cependant offrir des perspectives intéressantes et des points de départ pour mieux comprendre les traits comportementaux et les préférences d'une personne. Voici quelques-uns des outils d'évaluation les plus couramment utilisés. Ce qu'on appelle le DISC, c'est un outil d'évaluation du comportement qui se concentre sur les traits de dominance, d'influence, de stabilité et de conformité. Il permet de mieux comprendre les préférences comportementales et les modes de fonctionnement d'une personne. Il y a le Myers-Briggs. C'est l'un des outils d'évaluation de la personnalité les plus connus. Il se base sur les questions pour déterminer le type de personnalité de l'individu parmi 16 types possibles. Il fournit des informations sur les préférences de communication, des styles de travail et les interactions interpersonnelles. Le Big Five, également connu sous le nom de modèle des 5 grands facteurs de personnalité, il évalue 5 dimensions de la personnalité: extraversion, l'ouverture à l'expérience, la stabilité émotionnelle, l'agrément et la conscience. Cet outil fournit une description plus nuancée de la personnalité en évaluant les différents aspects qui la composent. Le Strength Finder, cet outil met l'accent sur l'identification des forces et des talents d'une personne. Il aide à identifier les domaines dans lesquels une personne est naturellement douée et lui fournit des conseils pour maximiser son potentiel dans ces domaines. 360 degrés, il s'agit d'une méthode d'évaluation dans laquelle une personne reçoit des retours sur son comportement et ses performances de la part de multiples sources, notamment des supérieurs hiérarchiques, des collègues, des subordonnés. Cette approche fournit une perspective holistique du comportement et permet d'identifier les forces et les domaines de développement. Le PAE, parent adulte enfant, ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle aussi, c'est une théorie psychologique développée par Eric Berne, un psychiatre canadien dans le cadre de l'analyse transactionnelle, qui est une approche de la psychologie qui se concentre sur les interactions entre les individus et la manière dont ils communiquent, agissent et réagissent les uns envers les autres. Il existe aussi la programmation neurolinguistique, c'est une approche de la psychologie et de la communication qui vise à comprendre comment les individus pensent, communiquent et agissent afin d'améliorer leur bien-être personnel et leur interaction avec les autres, développée dans les années 70 par Richard Bandler et John Grinder. La PNL se fonde sur l'idée que les modèles de pensée et de comportement des personnes peuvent être analysés et modifiés pour atteindre des objectifs spécifiques. La PNL repose sur 3 composantes fondamentales. Ce qu'on appelle le neurologique, le neuro, linguistique et la programmation.
la première composante fait référence à notre système nerveux et à la manière dont nous perçons le monde. Donc la première composante neurologique fait référence à notre système nerveux et à la manière dont nous perçons le monde à travers nos 5 sens, vue, ouïe, toucher, goût, odorat. La PNL explore comment nos expériences sensorielles influencent nos pensées, émotions et comportements. La deuxième composante linguistique se rapporte à la manière dont nous utilisons le langage pour donner un sens à nos expériences internes et externes. La PNL examine comment ces modèles, les modèles linguistiques reflètent et influencent nos processus mentaux. La troisième composante, la programmation, fait référence au schéma de pensée et de comportement que nous avons développé au fil du temps en réponse à nos expériences. La PNL cherche à identifier et à ajuster ces schémas pour favoriser des changements positifs. Donc, on peut dire que la PNL propose diverses techniques et stratégies pour aider les individus à mieux comprendre leurs schémas mentaux et comportementaux et à apporter des changements positifs. Parmi ces concepts et les techniques couramment utilisées en PNL, on trouve la calibration, l'ancrage, métaprogramme, reformulation, modélisation, technique de changement. Donc pour le premier point, donc calibration, en fait c'est l'observation attentive des signaux non verbaux d'une personne pour comprendre ses émotions et ses états internes. L'ancrage, c'est en fait associé un état émotionnel spécifique à un stimulus, par exemple, toucher un doigt, pour pouvoir réveiller cet état ultérieurement. Le métaprogramme, les métaprogrammes sont des modèles de pensée et de comportement qui influencent la façon dont nous traitons l'information et prenons des décisions. La reformulation, on a vu cela auparavant dans votre module, c'est reformuler les messages d'une manière qui met en évidence les aspects positifs et encourageants. La modélisation, c'est l'identification et l'analyse des comportements et les stratégies de réussite des individus pour les appliquer à d'autres domaines. Les techniques de changement, leur utilité, c'est pour aider les individus à surmonter les phobies, les traumas, et les habitudes indésirables. Donc passons maintenant au point très important, c'est comment arriver à décoder en fait le profil. C'est le décodage du profil de votre interlocuteur par la méthode DISC et la méthode PAE. Voilà, donc comme on vient de parler auparavant, c'est-à-dire on l'a dit auparavant qu'il existe plusieurs outils d'évaluation du comportement. Ils peuvent être utilisés pour mieux comprendre et évaluer les traits et les habitudes comportementales de votre personnalité et celles des autres. Parmi les méthodes que nous allons développer ensemble, la méthode DISC et la méthode PAE, parents, adultes, enfants, connue sous le nom de l'analyse transactionnelle. Et voilà, donc commençons par la méthode DISC. C'est un outil de développement personnel. Elle permet d'identifier rapidement vos forces et vos limites, vos zones d'inconfort, votre mode de fonctionnement, vos réactions au stress intense, ainsi vous permet d'affronter tout type de situation. Sachez que voilà, il est très important, voilà, la méthode DISC, sachez que en tant qu'architecte, chargé d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans leur projet de rénovation énergétique, nécessite de votre part une capacité de comprendre les préférences comportementales de vos interlocuteurs afin de comprendre leurs motivations, leurs besoins et leur capacité à vous suivre dans le projet que vous leur proposez. Cela renforcera la collaboration avec eux et développera des relations mutuelles plus harmonieuses et productives, ce qui vous permet d'ajuster votre style de communication dans le but de s'adapter à eux. Donc, cela, en fait, vous aide à mieux communiquer, à mieux manager, à mieux gérer la relation commerciale. Donc, en tant qu'architecte, il est utile pour vous de maîtriser la communication sous ces 3 formes verbales, paraverbales et non-verbales. Donc, ça vous aide à mieux comprendre les préférences comportementales
et les limites de chacun. Identifier les émotions motrices qui déclenchent l'action, appréhender leurs besoins, adopter l'attitude adéquate au regard de l'environnement ou de votre interlocuteur, accroître la clarté et l'efficacité de vos messages, gérer les conflits. Donc, en somme, c'est l'utilité de cette méthode, c'est pour mieux communiquer. Voilà. Donc, elle vous aide aussi pour mieux manager. Donc, en tant qu'architecte, il vous est demandé d'être plus polyvalent, d'être un leader qui pilote, mobilise, donne du sens, accompagne dans la relation, dans la réalisation, etc. Sans compter qu'on attend de vous des qualités relationnelles fortes. En vous formant sur la méthode DISC, vous aurez un management plus ciblé et vous permet d'améliorer la qualité de travail de votre équipe et avec vos interlocuteurs. Améliorer la qualité du travail d'équipe, même avec vos interlocuteurs. Ça vous permet de renforcer leur motivation, mieux gérer les négociations et éventuellement les conflits et les difficultés relationnelles, accroître la productivité des équipes qui travaillent avec vous dans le cadre de la rénovation énergétique et fluidifier la communication. Et le troisième point, comme on vient de le dire, elle vous aide, c'est-à-dire la maîtrise de cette méthode, elle vous aide à gérer la relation commerciale. En fait, dans le but de valoriser la question de la performance énergétique dans une offre plutôt commerciale, la méthode DISC vous permet de détecter le profil de votre client pour se synchroniser avec lui et s'adapter à sa manière de voir les questions de rénovation énergétique et d'essayer de trouver un terrain d'entente pour promouvoir les méthodes, les outils, les matériaux les plus adaptés à son projet de rénovation. En suivant cette méthode, cela vous aide à bien préparer votre entretien, poser les bonnes questions, défendre vos objectifs et rassurer et négocier de manière collaborative avec vos interlocuteurs. Donc, vous vous demandez comment pratiquer cette méthode. Donc, effectivement, voilà, c'est une bonne question. La méthode DISC se base sur une série de questions. Vous devez choisir parmi différentes options ou échelles de réponse pour indiquer vos préférences comportementales dans différentes situations. Les réponses sont ensuite compilées et analysées pour fournir un profil comportemental qui donne des informations sur la répartition des comportements dominants. Ce qu'on appelle DISC, des comportements dominants, ce qu'on appelle DISC, chez vous, et permet de mieux comprendre ses préférences comportementales et sa manière d'interagir avec les autres. Il est utile de connaître soi-même avant de connaître les autres. Sur l'annexe 1 que vous allez trouver sur, vous allez trouver en dessous, vous trouvez un modèle de questionnaire. Le résultat au questionnaire se présente alors sous forme d'un cercle divisé en quartiers. Donc, il existe chacun des quartiers de ce cercle correspond à un profil. Donc, on trouve le dominant, l'influent, le stable et le conforme. Quartier supérieur, gauche, correspond au profil dominant coloré en rouge. Le profil dominant prend ses décisions en considérant les faits et les données uniquement. Il est naturellement tourné vers l'action. Son rythme rapide se détecte tant dans ses gestes d'impatience quand les choses traînent ou au travers des mouvements qu'il fait lorsqu'il s'adresse à vous tant dans sa voix. Le rouge, donc, il parle vite, fort et avec beaucoup d'intonation. On peut même lui trouver un ton autoritaire, extrêmement direct. Il garde toujours ses objectifs dans sa ligne de mire. Pour lui, le temps, c'est de l'argent. Le quartier supérieur droit correspond au profil influent coloré en jaune. Tourné vers les autres, influent, apporte enthousiasme, c'est un éternel optimiste, bonne humeur et motivation à son équipe. L'influent est à l'aise dans tout le monde, avec tout le monde et aime travailler en équipe. Quoi qu'il arrive, il est certain de trouver une solution épanouie, enthousiaste et drôle. C'est également le roi de la persuasion et de l'influence, ce qui peut lui conférer la réputation d'être manipulateur par moment. Certains diront même que la personnalité influente, à tendance influente,
a tendance à trop déléguer les tâches qui lui sont confiées. De même, désireux d'apprendre de nouvelles choses et de monter en compétence, il se passionne pour de nombreux sujets. Il lui arrive ainsi de délaisser parfois trop vite le dossier déjà entamé et se déconcentrer rapidement. L'influent apprécie la compagnie des autres et aime se sentir au centre de l'attention pour qu'il se sente bien et valorisé dans son travail. Il appréciera toujours les encouragements et les compliments de son manager. Le quartier inférieur droit correspond au profil sable coloré en vert. D'un naturel calme et mesuré, le profil vert ou sable pense avant tout au bien-être de ceux avec qui il travaille. Il considère en effet que c'est à lui de s'adapter à son environnement et pas l'inverse. De ce fait, le sable est une personne qui préfère rester en retrait, mais ne refusera jamais d'aider un collègue. Il est d'ailleurs toujours présent et de bons conseils. S'il parle peu, il est reconnu comme quelqu'un dont l'opinion compte et qu'on écoute. Le sable réfléchit avant d'agir et n'aime pas être stressé. En cas de pression trop forte, il peut se sentir harcelé et très mal vivre la situation sans pour autant oser en parler. Sensible, le sable évite le conflit, ce qui le pousse parfois à prendre trop sur lui pendant trop longtemps. Lorsqu'il explose, cela ne passe pas inaperçu et n'est pas sans conséquence. C'est pourquoi il est important d'être attentif aux émotions du stable et de ne pas laisser les malentendus non réglés. Le quartier inférieur gauche correspond au profil consciencieux coloré en bleu. Le profil bleu a un point commun avec le stable. Son rythme et son besoin de poser le pour et le contre avant de prendre une décision. En revanche, il fonde sa décision uniquement sur les données et les faits. Son approche très relationnelle exclut la relation et donc ne prend pas en compte l'impact de sa décision sur l'autre. Il est d'ailleurs très détaché de l'aspect émotionnel, ce qui peut faire dire de lui que c'est un être insensible et froid. Le consciencieux aime que les choses soient faites selon les règles. Une chose est garantie avec le bleu, c'est son aspect des règles et des procédures qui lui sont d'ailleurs vitales pour avancer. Sans cadre clair, le bleu ne peut travailler. Méthodique, ordonné et pointilleux, il est réfléchi, autonome et sait identifier les problèmes de fonctionnement d'un coup d'œil. Il sait ce qu'il a à faire et s'acquitte de sa tâche sans dépendre de personne. Réservé, le consciencieux se concentre sur son travail plus que sur ses collègues et apprécie le travail seul. Cela ne peut pourtant pas dire qu'il n'a pas l'esprit d'équipe. Au contraire, il est fiable et son équipe peut compter sur lui et sur ses compétences. Mais dès qu'un doute apparaît, le consciencieux peut avoir peur de faire une erreur et n'ose pas prendre de décision. Il n'a pas toutes les informations en main. Adepte aux détails, le consciencieux peut parfois tomber dans le perfectionnisme et perdre du temps là où ce n'est pas forcément nécessaire. Logique et réfléchi, il est considéré comme très fiable dans ses analyses. Le bleu peut être têtu et très susceptible. C'est un as de la critique, pas toujours très constructive. Vous l'avez compris, le conforme n'est pas emporté par le contact humain et cela se voit dans sa posture. Un visage expressif, un corps en retrait, des gestes mesurés et très formels et des émotions clairement sous contrôle. Le talent reconnu du bleu est de détecter les failles, les problèmes et de construire des plans de sauvegarde pour en sortir. Donc, en résumé, c'est-à-dire la méthode DISC, vous pouvez maintenant, c'est-à-dire en suivant cette méthode et en approfondissant par la lecture et par, pourquoi pas, par des formations ciblées, vous pouvez connaître le comportement de votre interlocuteur. Et néanmoins, il est utile d'adapter votre langage à son niveau de compréhension et à ses préférences de communication. Tenez compte de son contexte culturel, de son vocabulaire et de ses connaissances spécifiques sur le sujet.
pour vous assurer que vos messages sont simples, clairs et accessibles pour lui. Il est primordial de choisir le type de langage approprié en fonction de la situation et du client. L'objectif est de créer une communication claire et efficace qui favorise une relation positive avec le client dans le but de le faire adhérer à votre projet de rénovation. Passons maintenant à la méthode PAE ou ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. C'est une théorie de psychologie décrite dans les années 50 par son fondateur Eric Berne. C'est une approche visant à fournir des outils pour analyser et à améliorer les relations interpersonnelles. La communication et le comportement en se basant sur la reconnaissance et la gestion des 3 états du moi, parent, adulte, enfant. Elle peut être appliquée dans différents contextes de la vie personnelle aux interactions professionnelles. Cette méthode peut être très utile pour améliorer votre écoute active en vous aidant à mieux comprendre les messages des autres, verbaux et non verbaux, afin d'éviter les malentendus et à communiquer de manière très efficace. En somme, l'analyse transactionnelle vous permet de comprendre comment notre personnalité se construit et se développe, d'apprendre à mieux se connaître soi-même avant, afin de mieux comprendre les autres, découvrir son mode personnel de communication, d'identifier les dysfonctionnements de notre communication pour améliorer notre relation avec les autres, comprendre la structure des groupes et leur fonctionnement. Donc les principes clés de l'analyse transactionnelle. Donc il y a ce qu'on appelle l'état du moi, les transactions, les jeux psychologiques, le scénario de vie et la capacité à travailler avec les états du moi. Donc ce qu'on appelle l'état du moi, en fait, identifie 3 états du moi. On identifie 3 états du moi distincts qui représentent différentes parties de la personnalité d'un individu, le parent, l'adulte et l'enfant. Les transactions se produisent lorsque les états du moi de différentes personnes interagissent. Elles peuvent être de 3 types, complémentaires, croisés et cachés. Les jeux psychologiques sont des schémas de communication dysfonctionnels qui servent souvent à obtenir une gratification émotionnelle, mais qui peuvent également entraîner des malentendus ou des conflits. Les scénarios de vie proposent c'est-à-dire l'analyse transactionnelle propose que chaque individu développe un scénario de vie basé sur des expériences précoces et les messages reçus dans l'enfance. Ce scénario influence la manière dont une personne perçoit le monde, les autres et elle-même. Donc la capacité de travailler avec les états de moi, c'est en fait aider les individus à développer cet état de moi adulte pour améliorer la prise de décision relationnelle et réduire les réactions impulsives des états de moi, parents et enfants. C'est-à-dire, c'est gérer sa capacité à choisir, c'est-à-dire l'état du moi qui lui donne de la force et voilà, de prendre des décisions importantes. Donc, passons maintenant aux états de moi. Donc, comme on vient de le dire, il y a 3 états de moi. Donc, les états de moi sont l'un des concepts fondamentaux de l'analyse transactionnelle. Il représente les différents aspects de la personnalité d'un individu et influence la façon dont il pense, ressent et agit dans différentes situations. Les 3 états de moi sont le parent, l'adulte et l'enfant. Chacun de ces états a des caractéristiques distinctes et joue un rôle dans les interactions et les comportements d'une personne. Nos interactions avec les autres sont intimement liées à l'état du moi à partir duquel nous agissons dans une situation donnée. Nous avons les 3 états en nous et qu'on pourra les utiliser en même temps, dans une même situation. Donc, les états du moi, en fait, par définition, c'est le moi, parent, et l'état d'esprit confortant, protecteur et responsable. Le parent constitue la personnalité. Le parent constitue la personnalité qui va respecter les normes, les autres ainsi que soi-même. Son côté négatif est qu'il est aussi critique, contraignant et dévalorisant. Le moi adulte est équilibré entre l'enfant et le parent, il est rationnel, il permet de mener plus facilement les négociations en entreprise. Je considère que c'est le comportement à adopter au travail. Enfin, le moi enfant est la source de l'intuition,
de la créativité, des sentiments, du jeu et des pulsions. Cependant, il est également soumis aux parents, il peut être rebelle et capricieux. Le cas idéal est celui où les trois états peuvent s'exprimer au bon moment. Si on fait le découpage interne des états du moi, donc commençons par le parent. Donc il y a le parent, il y a l'adulte, il y a l'enfant. Donc le parent, il est divisé en quatre en fait. L'état du moi parent est basé sur les expériences et les messages reçus pendant l'enfance, tels que les parents, les enseignants, les modèles d'autorité. Il peut être divisé en quatre sous-états. Le parent normatif, le parent donnant, le parent persécuteur et le parent sauveteur. Le parent normatif représente les normes, les valeurs et les attentes sociales qui ont été internalisées par l'individu pendant son développement. Cet état du moi reflète les idées et les comportements conformes à ce qui est socialement accepté, basé sur les enseignements et les influences culturelles. Le parent donnant représente la partie de l'état du moi, parent, qui exprime des comportements bienveillants, attentionnés et aimants envers les autres. Cela implique de fournir du soutien émotionnel, de l'écoute, de l'affection et des soins aux personnes autour de soi. Le parent reflète la capacité d'une personne à montrer de l'empathie, de la compassion et de l'attente envers les autres. Le parent persécuteur représente la partie critique, jugement et exigeante de l'état de moi parent. Il se manifeste par des comportements et des attitudes autoritaires, punitifs et dévalorisants envers soi-même ou envers les autres. Les comportements du parent persécuteur peuvent inclure la critique constante, la minimisation des accomplissements d'autrui, la recherche de défauts et l'imposition de normes strictes. Dans ses interactions sociales et relationnelles, le parent persécuteur peut être source de conflits, de ressentiments et de malentendus. Le parent sauveteur représente la partie de l'état du moi parent qui cherche à prendre soin des autres, à les protéger, à leur apporter une assistance. Cela peut être exprimé sous la forme d'un soutien émotionnel excessif, de conseils non sollicités. Les motivations derrière le parent sauveteur peuvent inclure le désir d'être apprécié, la peur du rejet ou le besoin de se sentir utile. Les comportements du parent sauveteur peuvent parfois être perçus comme envahissants. Il est important de noter que les personnes qui agissent constamment en tant que sauveteurs peuvent empêcher les autres de développer leurs propres compétences pour résoudre leurs problèmes. L'adulte, il représente la partie de la personnalité qui est impliquée dans la pensée rationnelle, la prise de décision objective et la gestion des informations de manière logique et non émotionnelle. L'état du moi adulte est considéré comme la base de la réflexion et de la résolution de problèmes. L'état du moi adulte est orienté vers la réalité et les faits. Il traite l'information de manière impartiale et cherche à comprendre les situations de manière objective. Il synthétise et évalue les données pour prendre des décisions éclairées et adaptées. Enfin, la troisième partie, c'est l'enfant. L'état du moi, troisième partie de l'état de moi, enfant, est souvent marqué par des expériences et des souvenirs émotionnels. Les réactions émotionnelles peuvent être positives, joie ou enthousiasme, ou négatives, colère et tristesse. Et elles peuvent être déclenchées par des situations actuelles qui rappellent des événements passés. Il peut être divisé en trois sous-états. L'enfant libre, l'enfant rebelle et l'enfant soumis. Commençons par l'enfant libre, il est souvent associé à l'état d'esprit d'un enfant qui explore le monde avec une ouverture et une innocence naturelle. Il représente l'expression des émotions non filtrées et des désirs internes qui ne sont pas limités par des attentes sociales ou des règles. L'enfant libre peut être joyeux, curieux, créatif et enthousiaste. En revanche, il peut également exprimer des émotions négatives telles que la colère, la tristesse ou la peur sans inhibition. Dans les interactions et les transactions, l'enfant libre peut jouer un rôle significatif. Il peut créer des moments de spontanéité et d'intensité dans les relations, favorisant ainsi des connexions plus profondes. L'enfant rebelle représente l'opposition et le défi aux normes et aux règles perçues car il refuse de se conformer aux attentes des figures d'autorité. Il peut être associé à des comportements de défi, à la recherche de l'autonomie et à la quête d'identité. Il peut être à la fois positif ou négatif en fonction de la manière dont il est exprimé et géré, dont il s'est exprimé et géré.
Dans les interactions et les transactions sociales, l'enfant rebelle peut jouer un rôle important. Il peut donner une voix aux frustrations et aux besoins non satisfaits, mais il peut également provoquer des conflits et si les comportements de défi deviennent excessifs ou destructeurs. L'enfant soumis se caractérise par un comportement passif et une tendance à se conformer aux attentes et aux souhaits des autres au détriment de ses propres besoins et désirs. L'enfant soumis évite généralement le conflit et recherche l'approbation et l'acceptation des figures d'autorité. Il est incapable d'exprimer ses opinions et ses besoins par la peur du rejet et par le désir de plaire aux autres. Ce qui rend la transaction avec ce type de personnalité très difficile car on ne peut pas déchiffrer ses besoins et on ne peut pas répondre à ses attentes et on ne peut pas avoir un aperçu et une spécificité de sa personnalité plutôt. Passons maintenant à les transactions analytiques. Les transactions, analyse transactionnelle, les transactions, qui est un des principes de ce type d'analyse, de l'analyse transactionnelle. Donc, les transactions sont des interactions verbales et non verbales entre les états du moi de deux personnes. Elles sont essentielles pour comprendre comment les gens communiquent, se comportent et interagissent les uns avec les autres. Il existe trois types de transactions. Les transactions complémentaires, les transactions croisées et les transactions cachées. Les transactions complémentaires se produisent lorsque les états du moi de deux personnes interagissent de manière harmonieuse et alignée. Par exemple, si une personne exprime son parent nourricier et que l'autre répond avec son enfant adapté, cela crée une transaction complémentaire. Les transactions croisées, quant à eux, elles se produisent lorsque les états du moi d'une personne ne correspondent pas aux attentes des états du moi de l'autre personne. Cela peut entraîner des malentendus et des conflits. Par exemple, si une personne exprime son parent critique et que l'autre répond avec un enfant libre, cela crée une transaction croisée. Les transactions cachées ou à double fond se réfèrent aux messages sous-entendus ou non exprimés qui se produisent dans une interaction. Contrairement aux transactions ouvertes et explicites, les transactions cachées impliquent des significations sous-jacentes qui peuvent être perçues par les participants, mais ne sont pas formulées explicitement. Donc, dans les transactions cachées, il peut y avoir une dissonance entre les états du moi et les messages exprimés ou perçus. Par exemple, une personne pourrait dire quelque chose de positif, mais sa communication non verbale ou son ton pourrait révéler un sentiment négatif sous-jacent. Les transactions cachées peuvent également se produire lorsque les participants ne sont pas complètement honnêtes dans leur interaction, soit par peur, insécurité ou d'autres raisons. Donc, le troisième point, c'est les jeux psychologiques. Ce sont des schémas de comportement et d'interaction dysfonctionnels qui se répètent de manière prévisible dans les relations humaines dans le but de gagner de l'attention et de contrôler les interactions. Ils sont souvent basés sur des transactions cachées où les participants envoient des messages sous-entendus ou non exprimés pour susciter des réactions spécifiques de l'autre personne. Ces jeux peuvent engendrer des frustrations et des malentendus. Donc les caractéristiques d'un jeu, en fait, les jeux sont involontaires. Les partenaires ne sont pas conscients d'entrer dans un jeu, en fait. Ils sont répétitifs, ces jeux-là sont répétitifs. Chaque joueur a ses jeux favoris et les répète dans le temps. Il implique un échange de transactions cachées. Le niveau psychologique sous-jacent est différent du niveau social apparent. Il comporte un moment de surprise, les contrôles changent brusquement et les partenaires du jeu éprouvent le sentiment de s'être fait avoir. Ils font revivre des sentiments inefficaces. Généralement, les jeux psychologiques suivent les étapes suivantes. Il y a ce qu'on appelle l'appât, il y a le point faible, les réponses, le coup de théâtre et le sentiment. L'appât, en fait, ce qu'on appelle le sous-entendu. Il s'agit d'un message caché derrière une transaction apparente dont le but est d'appâter le partenaire. Bien entendu, cette accroche est la plupart du temps inconsciente. Le point faible, il s'agit des points faibles spécifiques des partenaires qui vont être accrochés par les sous-entendus.
La réponse, en fait, c'est l'attitude instinctive adoptée par la personne qui enclenche le conflit et se traduit par un changement de rôle dans le triangle, ce qu'on appelle, de Karpman, SVP. En fait, c'est l'attitude instinctive adoptée par la personne qui enclenche le conflit et se traduit par un changement de rôle dans le triangle, ce qu'on appelle, de Karpman, SVP, sauveur, victime et persécuteur. Le coup de théâtre, il s'agit d'une phase dite ou d'une réaction qui surprend complètement l'interlocuteur, qui met fin au jeu et déstabilise la personne, ce qui explique pourquoi, à la suite d'un coup de théâtre, les deux protagonistes ressentent un sentiment de confusion. Et le sentiment inefficace, à la suite de l'échange et du coup de théâtre, les deux joueurs ramassent leurs bénéfices négatifs en réactivant des sentiments parasites, de la frustration et des émotions négatives. Le triangle, ce qu'on appelle, donc passons maintenant, c'est-à-dire on a cité le triangle dramatique, c'est souvent, c'est-à-dire il est utilisé dans la communication sans qu'on le sache. Le triangle dramatique de Karpman, également connu sous le nom de triangle de la dramatisation, est un modèle psychologique qui décrit les rôles et les dynamiques relationnelles dans les situations de conflit, de jeu psychologique et de manipulation. Il a été développé par le psychologue Stephen Karpman dans les années 60 et est souvent utilisé pour expliquer les schémas de comportement dysfonctionnels dans les relations interpersonnelles. C'est un modèle qui met en lumière les schémas de comportement malsains dans les interactions humaines, en identifiant les rôles de victime, persécuteur et sauveteur. La prise de conscience de ces schémas est le premier pas vers des relations plus équilibrées et positives. Le triangle dramatique de Karpman, comme on l'a dit, se compose de trois principaux parties. Donc la victime est la personne qui se perçoit comme impuissante, opprimée ou maltraitée. Elle peut chercher de la compassion, de l'aide ou de la sympathie des autres en mettant en avant ses souffrances ou ses difficultés. Cependant, elle peut également être perçue comme quelqu'un qui évite la responsabilité de la situation et qui dépend excessivement des autres. Le persécuteur est la personne qui assume un rôle autoritaire, critique ou oppresseur. Elle peut critiquer, blâmer ou harceler la victime, lui donnant ainsi l'impression d'être inférieure ou inadéquate. Le persécuteur peut justifier son comportement en accusant la victime de ses propres problèmes. Le sauveteur est la personne qui intervient pour aider la victime ou pour résoudre le problème. Cependant, le sauveteur peut également se sentir indispensable et peut agir de manière condescendante envers la victime. Il peut finir par assumer le rôle de persécuteur s'il devient frustré par la dépendance de la victime ou s'il estime que ses efforts ne sont pas appréciés. Quatrième principe, c'est les scénarios et positions de vie. Un scénario de vie dans le contexte de la psychologie et de l'analyse transactionnelle est une série de croyances profondément enracinées et de schémas de comportement qui sont généralement formés pendant l'enfance et qui influencent la manière dont une personne vit sa vie à l'âge adulte. Les scénarios de vie sont souvent basés sur les expériences, les messages et les interactions que l'on a eues dans l'enfance et qui ont laissé une empreinte durable sur la personnalité et la façon de voir le monde. D'après Bell, il existe 4 positions de vie. Ces 4 positions représentent des attitudes fondamentales et les croyances profondes que les individus développent en réponse à leur expérience précoce de vie. Voici les 4 positions de vie. Donc je suis OK, tu es OK. Cette position de vie est considérée comme la plus saine et la plus constructive. Les personnes qui adoptent cette position croient qu'elles-mêmes et les autres ont de la valeur et sont dignes d'amour et de respect. Elles ont une attitude positive envers la vie et sont ouvertes à des relations saines et équilibrées. Elles sont capables de communiquer de manière ouverte et respectueuse. Je suis OK, tu n'es pas OK. Dans cette position de vie, une personne a une image positive d'elle-même, mais perçoit les autres comme déficients, inadéquats ou en quelque sorte inférieurs. Cela peut conduire à des attitudes condescentes, critiques ou un sentiment de supériorité. Les interactions peuvent être teintées de jugement et de mépris envers les autres. Je ne suis pas OK, tu es OK. Les individus qui adoptent cette position
ont tendance à se dévaloriser, à douter de leurs propres compétences et de leurs valeurs, mais ils ont une perception positive des autres. Ils peuvent se comporter de manière soumise, cherchant à éviter les conflits et à plaire aux autres. Ils peuvent être enclins à se sacrifier pour satisfaire les besoins des autres. Je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. Cette position de vie est considérée comme la moins saine. Les personnes qui l'adoptent ont tendance à avoir une image négative d'elles-mêmes et des autres. Elles peuvent se sentir désespérées, impuissantes et perdues. Les interactions peuvent être marquées par la méfiance, hostilité, la victimisation. Et la troisième point le plus important, c'est la capacité à travailler avec les états du moi, c'est-à-dire choisir l'état du moi le plus adéquat à la situation qu'on vit. Donc travailler avec les états du moi dans le cadre de l'analyse transactionnelle peut être une démarche enrichissante pour développer la conscience de soi, améliorer les compétences relationnelles et favoriser les interactions positives. Voici quelques étapes pratiques pour travailler avec les états du moi. D'abord, il faut commencer par l'auto-observation. Commencez par observer vos propres schémas de comportement et la réaction dans différentes situations. Soyez attentif au moment où vous agissez en tant que parent, adulte ou enfant. Notez comment cela influence vos interactions. Deuxièmement, identification des états du moi, c'est-à-dire familiarisez-vous avec les caractéristiques de chaque état du moi, parent, adulte, enfant. Essayez de repérer quand chacun de ces états est actif en vous et comment ils interagissent les uns avec les autres. Le troisième point, c'est l'analyse des déclencheurs. Identifier les situations des personnes ou les événements qui déclenchent vos différents états du moi. Quelles sont les circonstances qui font ressortir votre parent critique, votre enfant libre, etc. Développement de l'état du moi adulte, c'est-à-dire travailler sur le développement de votre état du moi adulte, est essentiel. Pratiquer la réflexion objective, l'analyse des situations, la prise de décision basée sur les faits et la communication rationnelle. Il faut toujours faire ce qu'on appelle les questionnements critiques, c'est-à-dire posez-vous des questions pour remettre en question vos réactions automatiques. Demandez-vous et si vos réactions sont basées sur des croyances ou des expériences passées, ou si elles sont adaptées à la situation actuelle. Assurez-vous que vous faites une communication consciente lorsque vous interagissez avec les autres. Essayez de maintenir une communication consciente de vos états du moi. Soyez conscient de quel état du moi vous communiquez et de quel état du moi vous recevez. Après une interaction, prenez un moment pour réfléchir à votre comportement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réflexion post-interaction. Est-ce une réponse équilibrée? Est-ce une réponse équilibrée? Y a-t-il des moments où vous auriez pu mieux utiliser votre état du moi adulte, etc. Donc, il faut avoir toujours l'autocompassion, c'est-à-dire soyez bienveillant envers vous-même. Les états du moi ne sont pas bons ou mauvais, mais ils sont des facettes naturelles de la personnalité humaine. Acceptez vos réactions et cherchez à les comprendre. Il faut toujours faire la pratique constante plutôt. Comme toutes les compétences, la pratique constante est essentielle. Plus vous travaillez avec les états du moi, plus cela deviendra naturel et intuitif. Et n'oubliez pas c'est-à-dire de solliciter un accompagnement professionnel si vous vous sentez dans le besoin d'améliorer ou développer certaines compétences. Si vous rencontrez des schémas de comportement problématiques ou des défis émotionnels persistants, envisagez de consulter un praticien de l'analyse transactionnelle. Il peut vous guider de manière ciblée pour travailler sur les aspects spécifiques. Donc, en travaillant avec les états du moi de manière proactive et réfléchie, vous pouvez améliorer votre compréhension de vous-même d'abord, renforcer vos compétences en communication et développer des relations plus positives et authentiques avec les autres. Il faut juste, tenir en tête qu'il y a certains aspects clés que vous devez considérer lors de l'évaluation de votre pratique d'écoute. Donc, en évaluant vos pratiques en écoute active de manière régulière, en utilisant
un des outils que nous avons abordés précédemment, vous serez en mesure de prendre conscience de vos forces et de vos axes d'amélioration tout en étant capable d'ajuster vos comportements et vos techniques d'écoute selon votre interlocuteur et selon les circonstances qui vous ont réunis. Il est important de noter que l'évaluation de l'écoute active est un processus continu et évolutif. Vous pouvez utiliser ces critères d'évaluation pour vous aider à identifier vos forces et vos faiblesses et améliorer progressivement vos compétences en matière d'écoute active. La pratique régulière et la réflexion sur vos interactions vous aideront à vous améliorer en tant qu'auditeur attentif et à développer des relations plus positives et plus significatives avec les autres. Néanmoins, il faut faire attention au point suivant. Attention, il faut faire évaluer votre capacité. En fait, il faut toujours vérifier votre attention, concentration, votre compréhension, la reformulation et la réflexion, la rétroaction et votre empathie. Donc, évaluez votre capacité à maintenir votre attention et votre concentration sur la personne qui parle. Êtes-vous en mesure de vous concentrer pleinement sur ces mots et gestes en évitant les distractions internes et externes. Et pour la compréhension, évaluez votre aptitude à comprendre le message de manière précise. Pouvez-vous saisir les idées principales et les sentiments exprimés par la personne? Êtes-vous capable de déceler les nuances et les subtilités de la communication verbale et non verbale, la reformulation et la réflexion. Donc, en fait, dans ce cadre, il faut évaluer votre capacité à reformuler les idées de la personne pour vérifier votre compréhension et montrer que vous êtes réellement engagé dans l'écoute active. Pouvez-vous refléter ces paroles avec précision tout en ajoutant votre propre perspective réfléchie. Donc, il faut toujours également évaluer votre aptitude à fournir une rétroaction appropriée et constructive à la personne. Êtes-vous en mesure de partager vos observations, vos interactions et vos impressions de manière respectueuse et utile? Votre rétroaction encourage-t-elle la continuation de la conversation et la clarification des points importants? Et il faut toujours évaluer votre capacité à vous mettre en place de la personne, c'est-à-dire développer sa capacité, enfin ce qu'on appelle l'empathie, développer l'empathie. Donc, évaluer votre capacité à vous mettre à la place de la personne et à ressentir avec elle ses émotions et ses expériences. Pouvez-vous exprimer votre empathie de manière authentique et sensible en montrant que vous comprenez et que vous vous souciez de son point de vue. Voilà, vous savez tout sur la manière d'évaluer votre pratique d'écoute active. Je vous propose maintenant un quiz de 5 questions pour évaluer vos connaissances. C'est à vous. Nous arrivons à la fin de notre module. Merci pour votre écoute et à très bientôt.